Bonjour à tous. Cyril Tchekovitch est doctorant en histoire au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours. Il prépare une thèse sur la cour de René de France à Montargis et a effectué des recherches sur les jardins du château de Montargis. C'est pour nous l'occasion de vous présenter un web module patrimonial consacré aux jardins de la Renaissance et tout particulièrement celui de Montargis dans le contexte des guerres de religion et leur incidence dans le Loiret. Cette présentation sera décomposée en deux modules, une première partie contextuelle et une deuxième partie avec l'analyse des jardins de Montargis. Merci beaucoup à l'Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire et en particulier à vous, Michel Quentin, de votre invitation et plus généralement de l'intérêt que vous manifestez pour mes recherches sur l'histoire des jardins du château de Montargis au XVIe siècle. Alors, comme vous avez commencé par le dire, pour cette intervention, je traiterai de la question des jardins du château de Montargis comme historien et non comme historien de l'art ou de l'architecture. Et je me place du côté du commanditaire, donc c'est-à-dire de René de France. La première partie de cette conférence aura donc pour objectif de mettre en rapport le projet de jardin avec le contexte et les enjeux qui se posent à René de France à partir de son installation à Montargis en 1560. Et dans une seconde partie, nous détaillerons plus particulièrement ces jardins. Nous analyserons en quoi finalement ils sont bien adaptés aux enjeux que la princesse royale rencontre dans le contexte des guerres de religion. Alors rappelons très rapidement que la Renaissance est un temps de transformation et d'innovation, en particulier dans le domaine architectural. Les résidences de l'aristocratie changent d'aspect par la découverte de nouvelles formes en Italie par une noblesse française qui ensuite les importe chez elle en les adaptant à ses propres besoins et à ses moyens. Le Val-de-Loire était alors une des principales aires culturelles d'échange et de circulation des idées, des biens et des personnes à cette époque, ce qui explique l'exceptionnel héritage des châteaux de la Loire et le classement aussi du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 2000, depuis l'an 2000. Toutefois, ces châteaux sont aujourd'hui bien souvent amputés d'une partie qui était très importante pour une demeure aristocratique à la Renaissance, le jardin. Si des châteaux plus ou moins épargnés par les destructions du temps témoignent encore de ce passé riche en nouvelles créations architecturales, les jardins ont naturellement disparu. Or, les innovations architecturales de la Renaissance concernent aussi l'aménagement des extérieurs des châteaux. Ainsi, les châteaux royaux d'Amboise, de Blois, celui de Chenonceau, de Château-Gaillard à Amboise, celui d'Annette, de Bury, de Valmer ou de Villandry sont quelques-uns de ces châteaux de notre région actuelle qui se sont dotés de jardins présentant des évolutions importantes dans leur organisation et dans leur composition par rapport aux jardins du Moyen Âge. Pour étudier les jardins de châteaux, l'historien a régulièrement recours aux représentations de Jacques-Androuet du Cerceau, paru dans les plus excellents bâtiments de France, en deux volumes, le premier en 1576, le second en 1579. Ces derniers nous apportent de précieuses informations sur la physionomie des jardins des principaux châteaux de France au XVIe siècle. Il s'agit d'une collection précieuse pour étudier ces jardins d'agrément disparus et leurs évolutions à cette période. Il faut toutefois observer un regard critique. Ça fait partie de la méthode de l'historien. Le premier volume des bâtiments de France, des plus excellents bâtiments de France, présente des châteaux qui font partie aujourd'hui des monuments majeurs du patrimoine culturel français, le Louvre, Vincennes ou encore Chambord, mais il donne aussi la physionomie de sites moins connus qui ont disparu, comme celui de Montargis. Jacques-Androuet du Cerceau représente un château globalement de forme ovoïdale, constitué de bâtiments datant d'époques différentes et entouré de grands jardins en demi-cercle. Le texte de présentation qui accompagne les représentations précise qu'il s'agit de la résidence principale de Renée de France, duchesse de Ferrare, qui a fait construire de nouveaux bâtiments et de nouveaux jardins depuis son installation en 1560. Montargis est une ville de l'actuel département du Loiret, qui se situe à 70 km à l'est d'Orléans, 60 km au sud de Fontainebleau. Son château est déjà ancien au XVIe siècle. Ses origines sont connues de façon sommaire. On sait qu'un château primitif existait avant que le roi Philippe Auguste
n'ordonne son développement pour en faire l'une des principales forteresses pour protéger le domaine royal à la fin du XIIe siècle. Il y a d'ailleurs d'autres châteaux, pas trop éloignés de Montargis, qui ont été développés à cette époque, celui de Yves-le-Châtel ou encore du Mel-Maréchal. On sait aussi, notamment grâce à Christine de Pisan, que le château de Montargis était régulièrement fréquenté par Charles V, qui, dans la seconde moitié du XIVe siècle, le transforme et y construit une grande salle, construite sur le modèle de celle du Palais de la Cité à Paris, avec une des tours qui sert de support au timbre d'une horloge fondue en 1380. Le château de Montargis est à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance un lieu de villégiature pour le roi et pour sa cour. Toutefois, sa fréquentation diminue à mesure que le Val-de-Loire et Paris s'imposent comme région de résidence royale. En 1528, la châtellenie de Montargis est donnée par François Ier à sa belle-sœur, Renée de France, qui est donc la sœur de Claude de France, l'épouse de François Ier. En 1528, il lui donne la châtellenie de Montargis à l'occasion de son mariage avec le prince de Ferrare, Hercule d'Este. Renée de France est la seconde fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Elle est née au château de Blois en 1510 et immédiatement après son mariage en 1528, elle quitte la France avec son époux et s'installe en Italie du Nord, dans le duché de Ferrare, où elle devient duchesse de Ferrare après l'accession au pouvoir de son mari en 1534. Ce n'est qu'après le décès de son époux en 1559 que Renée retourne dans son pays natal en 1560 et s'installe à Montargis. D'importants travaux de rénovation et d'embellissement doivent être effectués au château. Selon la description de Ducerceau, le château aurait été trouvé dans un état pratiquement inhabitable. Après des premiers travaux réalisés au bâtiment du château, le chantier des jardins démarre assez rapidement à la fin de l'année 1561 ou au début de l'année 1562. Nous n'avons pas de précision à ce sujet. Il s'agit certainement de la plus grande transformation voulue par Renée de France pour son château. Essayons de comprendre les raisons qui poussent une aristocrate comme Renée de France à réaliser des jardins et à démarrer relativement rapidement leur construction. Pour comprendre ce besoin de jardin, il faut se replonger dans le contexte socio-culturel du XVIe siècle et le fonctionnement d'une société de cour qui accorde désormais à la Renaissance une très grande attention et un grand soin aux questions d'apparence. En effet, au XVIe siècle, la noblesse se définit et se distingue du reste de la société à partir notamment de la notion de magnificence. Il s'agit d'un concept aristotélicien, ancien, qui, à l'origine, caractérise la capacité d'un noble à montrer sa puissance, ses vertus, sa richesse par des dépenses destinées au bien commun. Cela passe par exemple par des dons réalisés pour améliorer les conditions de vie des plus pauvres, mais aussi par l'organisation de fêtes. À la Renaissance, la magnificence caractérise également pour l'aristocrate sa capacité à investir pour lui-même dans un cadre privé. Cela se traduit notamment par des obligations de plus en plus exigeantes en matière d'apparence. Pour tenir son rang, l'aristocrate doit vivre dans un environnement matériel qui se caractérise par sa richesse, par sa beauté, par son caractère innovant. Le cadre de vie doit refléter l'excellence de ses valeurs, la haute place qu'il occupe dans la société et les bons effets de son pouvoir. L'aristocrate a donc une obligation de magnificence pour tenir son rang dans la société, et pour ce point, je vous renvoie aux travaux de Marjorie Mess sur la culture matérielle au XVIe siècle. Renée de France est la fille d'un roi de France, c'est-à-dire qu'elle est de sang royal. Elle est aussi duchesse de Ferrare, c'est-à-dire l'épouse d'un duc souverain en Italie. Elle est donc au sommet de la hiérarchie sociale et son lieu de vie doit être matériellement adapté à son rang, correspondre un maximum au goût architectural du moment, c'est-à-dire que sa résidence doit être dotée d'un jardin. Or, c'est justement un cadre de vie qu'elle connaît depuis son enfance. Renée de France a passé sa jeunesse dans un Val-de-Loire dont les demeures royales sont désormais associées à la présence d'un jardin. Lorsqu'elle naît en 1510,
les demeures royales ont déjà été embellies par Charles VIII, par des jardins, en faisant venir notamment le jardinier italien Pacello d'Armercogliano, qui a travaillé à Amboise et à Blois. René, qui naît à la fin du règne de Louis XII, vit principalement son enfance au château de Blois, où son père, puis François Ier, qui est son beau-frère, font d'importants travaux au château. On connaît bien entendu l'aile Louis XII et François Ier, mais il crée aussi un grand et un très grand jardin qui nous est ici représenté par Jacques-Androuet du Cerceau. Lorsqu'elle réside à Ferrare après son mariage, elle évolue une fois encore dans des palais somptueux et notamment dans des villas que l'on appelle les deliciae, ce qui signifie les délices, en raison de la présence de somptueux jardins à ces villas qui leur donnent un aspect édénique. Les historiens de la cour de Ferrare à la Renaissance ont bien démontré en quoi les jardins d'agrément de ces villas occupent une place centrale dans l'expression symbolique du pouvoir de la famille d'Este et illustrent les bons effets de son pouvoir. S'il est besoin de prendre un exemple, peut-être, de l'attachement des Estes au jardin, il suffit peut-être de présenter celui de Tivoli. La villa d'Este à Tivoli est un projet du beau-frère de René de France, Ippolito d'Este. Dans un siècle où l'on recherche encore le jardin d'Éden, la maison d'Este apparaît comme légitimement investie d'un pouvoir capable de reconstruire le paradis terrestre et de retrouver l'âge d'or. Renée s'occupe elle-même, réaménage les jardins des villas qu'elle occupe, mais malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur la physionomie de ces villas à l'époque de René de France dans le duché de Ferrare. Il est donc compréhensible, au vu de ce cadre de vie habituel, qu'en 1560, René de France cherche à réparer le château, mais aussi à l'embellir, à le transformer pour en faire une demeure qui correspond à celle d'une princesse de sang royal dans cette seconde moitié du XVIe siècle. L'obligation sociale de magnificence explique pourquoi l'ancienne forteresse médiévale de Montargis devait être embellie d'un jardin. Pourtant, cette règle sociale bien commune pour l'aristocratie s'inscrit dans un contexte particulier pour Renée de France. La princesse a vécu éloignée de son pays d'origine pendant 32 ans. Elle doit désormais reprendre sa place à la cour royale, mais aussi imposer son autorité et son pouvoir sur ses terres de Montargis et sur ses habitants, avec lesquels elle n'a entretenu que des rapports distants depuis 1528 par l'intermédiaire de ses officiers. L'enjeu en termes d'autorité et de pouvoir est d'autant plus grand que le royaume s'enfonce dans les guerres de religion et que la cour de René de France est majoritairement protestante. La question de l'autorité et du pouvoir est alors essentielle en temps de trouble. On va s'éloigner quelques instants des jardins pour comprendre justement le contexte de leur réalisation et les enjeux de pouvoir qui se posent à René de France. En 1560, la princesse ne reconnaît pas le pays qu'elle a quitté en 1528 et se trouve rapidement confrontée à la radicalisation des affrontements religieux et politiques. Le jeune roi François II règne depuis la mort accidentelle de son père Henri II en 1559. Ce dernier lui laisse un royaume où les églises réformées se multiplient, sortent de la clandestinité, reçoivent de puissants appuis dans une noblesse qui critique de plus en plus durement la politique royale de répression contre les protestants. À la cour, dans l'entourage du roi, il existe une violente lutte d'influence entre de grandes familles aristocratiques comme les Guises du côté catholique et les Bourbons du côté protestant, avec Antoine de Bourbon, roi de Navarre, ou encore Louis de Bourbon, prince de Condé. En mars 1560, des seigneurs protestants ont tenté de pénétrer par la force dans le château d'Amboise pour enlever le roi et l'éloigner de l'influence des Guises. C'est ce qu'on appelle la conjuration d'Amboise, qui est un échec pour les protestants et un événement qui radicalise considérablement les oppositions. Et vous avez donc ici deux gravures qui représentent cet événement de la conjuration d'Amboise.
Et à cette occasion, d'ailleurs, François II envisage même d'exécuter un prince du sang qui est le prince de Condé. Toutefois, cette décennie 1560 est aussi un temps de recherche de solutions pour apaiser les tensions et éviter la guerre civile. Après la mort de François II en décembre 1560, l'arrivée sur le trône de Charles IX et surtout l'accession au pouvoir de Catherine de Médicis comme régente et de son chancelier Michel de l'Hôpital marque le début d'une politique de pacification qui passe par deux actions. La première est une solution d'ordre religieux. Le pouvoir royal rassemble des théologiens catholiques et protestants à Poissy en octobre 1561 afin qu'ils débattent ensemble de leurs désaccords et qu'ils trouvent une solution sur le plan théologique pour rétablir l'unité de l'Église chrétienne. Le pouvoir royal prend l'initiative de rétablir une concorde religieuse en France, mais cette tentative est un échec. Les théologiens catholiques et protestants ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le pouvoir royal fait alors un pari risqué pour l'époque, celui d'instaurer une tolérance civile. Face à l'urgence de la guerre civile et l'impossibilité de trouver une solution sur le plan religieux, le pouvoir royal prend une décision forte en accordant provisoirement un droit de culte très limité aux protestants par l'édit du 17 janvier 1562. Cet édit fait date, car pour la première fois et de manière officielle, on reconnaît deux religions en France. Il est ainsi demandé aux catholiques et aux protestants de se supporter mutuellement et de coexister pacifiquement sous l'autorité du roi pendant le temps qu'il faudra aux théologiens afin de trouver une solution religieuse aux affrontements. C'est une décision qui bouleverse les contemporains car elle est en contradiction avec l'idéal d'unité chrétienne qui les anime à cette époque. De plus, la religion est un facteur d'unité très fort dans une France constituée de provinces qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles, ni même tout à fait la même langue. Or, avec la tolérance civile, on demande à chacun de mettre temporairement entre parenthèses son appartenance religieuse et de s'unir dans l'obéissance au roi pour éviter de plonger dans le royaume dans la guerre civile. Toutefois, le pouvoir royal n'est pas assez fort pour imposer la tolérance civile. La décision de tolérance est ouvertement critiquée par certains aristocrates les plus radicaux qui estiment que le roi n'est plus en mesure de défendre la religion. La première guerre de religion commence par le massacre de protestants à Vassy par les troupes du duc de Guise, comme vous pouvez, un événement qui a été immortalisé notamment par cette gravure. Puis, cette guerre commence aussi par la prise d'armes de Condé à Orléans, qui prend la ville avec ses troupes protestantes en avril 1562. La seconde moitié du XVIe siècle est ponctuée par un total de 8 guerres de religion, chacune entredécoupée par des traités de paix qui tentent d'instaurer plus ou moins la tolérance civile. Vous avez ici plusieurs représentations d'événements dramatiques qui se sont déroulés dans la région au moment des guerres de religion, avec notamment des massacres à Tours, une bataille à Dreux, il y en a eu plusieurs, le siège d'Orléans, mais aussi des moments de paix qui se concluent dans les faubourgs d'Orléans, le siège de la ville de Chartres, Chartres qui est d'ailleurs, René de France est aussi duchesse de Chartres, donc sa ville a été assiégée par le prince de Condé, la surprise des protestants en prenant la ville de Bourges. Donc vous voyez que la région est très concernée par les affrontements religieux et la tolérance ne s'installera durablement en France qu'avec le fameux édit de Nantes en 1598. Dans ce contexte, René de France et sa cour à Montargis occupent une place originale. La duchesse de Ferrare est connue pour le soutien et la protection qu'elle accorde aux partisans de la réforme protestante. À Ferrare, elle accueille auprès d'elle des Italiens, mais aussi des Français qui fuient le royaume en raison de leurs idées religieuses, en particulier depuis l'affaire des placards en 1534 et le durcissement de la politique répressive de François Ier contre ceux qui sont considérés comme des hérétiques. René a reçu à Ferrare Jean Calvin et tous les deux, à partir de cette époque, ont entretenu une correspondance régulière. Le calvinisme, qui est un des mouvements de ce que l'on appelle la réforme protestante, deviendra progressivement majoritaire à la cour de la duchesse.
l'entourage de René de France et René de France elle-même seront inquiétés par le duc de Ferrare, le roi de France, Henri II, et l'Inquisition en 1554. L'engagement de René de France en faveur de la réforme reste toutefois mesuré, prudent et équilibré. Elle n'a jamais revendiqué officiellement une appartenance religieuse et n'a jamais rompu officiellement avec Rome. La princesse résiste aux demandes de Calvin et des ministres protestants de déclarer ouvertement, explicitement son appartenance religieuse. Or, si les idées et les pratiques de René sont de plus en plus éloignées de l'orthodoxie romaine avec le temps, elles semblent empreintes de modération, de dissimulation et de prudence. René de France a des désaccords avec Calvin, avec ses ministres, les ministres qui sont en fait des pasteurs. Elle-même fait l'objet de critiques de la part du réformateur et des représentants de son mouvement. Cette attitude prudente s'explique parce que René de France dépend de sa famille, celle des Valois en France et celle des Est à Ferrare, qui sont catholiques. Or, le roi de France et le duc de Ferrare sont les pouvoirs tutélaires de René de France et de sa cour. L'ensemble des revenus de la duchesse viennent de France et lui ont été accordés par le roi. D'autre part, elle use librement de ses revenus parce que le duc de Ferrare l'accepte. Même si René de France a un traitement privilégié eu égard à son statut, elle ne peut pas entrer en résistance contre eux ou leur désobéir ouvertement et durablement au risque de tout perdre et d'être placée dans un couvent. Or, Renée de France est soucieuse du respect accordé à son rang de princesse royale. Elle est très fière de ses origines familiales et de son sang royal. Elle est très attachée à ses serviteurs et estime avoir, conformément à la tradition aristocratique, un devoir de protection à leur égard. Bref, toute sa vie durant, malgré le caractère hétérodoxe de sa cour, elle multiplie les marques d'obéissance et de loyauté envers le roi de France. Elle oppose aux reproches ou aux attaques qui lui sont faites au sujet de la religion l'image d'une princesse exemplaire, fidèle à son rang et à sa famille. On voit notamment sur cette gravure que Renée de France reprend sa place à la cour de France en siégeant aux côtés de la famille royale aux États généraux d'Orléans dès son retour en France en 1560. Faire apparaître son rang, son appartenance familiale, ses privilèges, son autorité à Montargis est essentiel pour René de France au moment des guerres de religion. D'après l'ambassadeur de Ferrare, Montargis est une ville composée très majoritairement de catholiques. La cour de René de France est composée à cette époque d'un grand nombre de protestants calvinistes. Mais au moment des guerres de religion, il ne faut pas penser que René de France se bat dans le camp protestant et affronte les catholiques. Fidèle à l'équilibre qui la caractérise et en dépit de la radicalisation des affrontements religieux, la princesse adopte une position modérée en essayant de faire appliquer ce que j'ai décrit, c'est-à-dire la tolérance civile voulue par Catherine de Médicis, et elle veut l'appliquer à Montargis. La cour de René de France elle-même est un espace de coexistence religieuse, car il y a encore des catholiques à son service, et elle n'accepte pas que la religion puisse être un motif de désordre entre ses serviteurs. Ce qui rassemble les membres de sa cour, protestants comme catholiques, c'est qu'ils sont à son service et sous son autorité dans un climat de paix. Cette expérience de la coexistence religieuse, René de France entend la mettre à profit à Montargis pour y préserver la paix intérieure. Pour René de France, cette paix intérieure ne peut être préservée que si la ville est maintenue à l'écart des combats. Ces combats se déroulent aux alentours, car il y a d'importantes places protestantes à proximité. Vous avez Orléans, qui a été prise par le prince de Condé, Chamerolles, dont le seigneur est protestant, Châtillon-sur-Loing, qui est aujourd'hui Châtillon-Coligny, qui est aux mains de l'amiral de Coligny. Bref, Montargis est au cœur d'une région traversée par les troupes catholiques et protestantes. L'objectif de René de France est alors de faire valoir la neutralité de la ville dans les combats et éviter qu'on y installe une garnison. Pour cela, la princesse s'appuie sur ses relations familiales et amicales dans les deux camps. René de France
continue de maintenir les meilleures relations possibles avec le roi et Catherine de Médicis, dont elle soutient la politique de pacification. Elle entretient de très bonnes relations avec une figure importante du parti protestant, l'amiral Gaspard de Coligny, et sa femme Charlotte de Laval, qui effectivement habite à Châtillon-sur-Loing, à une vingtaine de kilomètres de Montargis, tout en poursuivant une correspondance avec Calvin, tout en recevant continuellement des ministres protestants chez elle. Elle les liait à la famille de Guise. Le duc François de Guise est l'époux de sa fille aînée, Anne d'Este. René et Anne sont assez proches. Anne va rendre des services très importants à sa mère auprès du roi, et René n'hésite pas à lier ses intérêts à sa fille, à ceux de sa fille, donc à ceux des Guises. Or, pendant les guerres de religion, les Guises et les Coligny s'affrontent. René de France tente de maintenir un équilibre entre ses relations familiales catholiques, ses amitiés protestantes, pour éviter toute rupture qui lui serait préjudiciable et pour éviter aussi la violence des conflits pour elle, pour sa cour, pour sa ville. Par ces mesures, Montargis devient au cours des guerres de religion un lieu de refuge qui reçoit un nombre très important de réfugiés protestants, mais aussi catholiques. René applique au milieu de la guerre la politique de tolérance civile de Catherine de Médicis et démontre qu'en dépit de ses différences religieuses avec la reine-mère et la famille royale, elle garantira la loyauté et l'obéissance des sujets qui se trouvent réfugiés auprès d'elle. Réaliser des jardins dans ce contexte n'a rien d'anecdotique. Ces derniers doivent marquer de manière forte le rang de René de France, son autorité, son pouvoir, sa loyauté au roi, dans le respect des idées protestantes qui sont majoritaires à sa cour, mais dans le respect aussi de l'enjeu de coexistence pacifique pour la tolérance civile. Il fallait donc un projet de jardin fort pour conjurer le contexte violent de son époque. C'est ce que nous verrons dans la seconde partie. Je vous remercie de votre attention. Merci Cyril, ce passionnant éclairage sur cette époque et pour mieux comprendre la deuxième partie qui sera donc consacrée à l'analyse des jardins de Montargis, suivie d'une vidéo en 3D de la modélisation des anciens jardins.